Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast Le Club Paname édition 33. Je vous remercie d'être avec nous. On va parler du PSG, on va parler de deux matchs en particulier. La demi-finale de Coupe de France contre Caen où le PSG s'est imposé 3-1 au Stade Malherbe. Et le match d'hier contre Bordeaux où le PSG s'est imposé 1-0 avec difficulté. Avec moi ce soir pour analyser correctement et avec flegme ces deux matchs, je suis avec Olivier M. Olivier, comment ça va? Ça va Jimmy, bonjour à tous. Dryas, comment ça va? Ça va très bien, Jimmy. Bonjour tout le monde. Et Basto, comment ça va? Très bien, bonsoir, bonsoir. Très bien mes amis, on va commencer tout de suite par parler du match contre Caen. Le PSG s'est donc imposé au Stade Malherbe 3-1, doublé de Mbappé et but de Nkunku en fin de match. Diomandé avait égalisé avant la mi-temps. Mes amis, quels ont été les points forts et qu'avez-vous aimé de ce PSG, de ce match? Basto, à toi de jouer. Merci. Déjà la qualification en finale, c'était le principal et puis c'est un peu tout ce qu'on va se retenir de ce match. C'était, on va dire, quasiment le dernier match important puisque la finale devrait être une formalité contre les pauvres Vendéens des Herbiers. Sinon, sur le match, j'ai bien aimé l'entame de match. On avait une facilité déconcertante à trouver l'espace, que ce soit dans le dos des milieux de camp ou dans le dos de leurs latéraux surtout, avec un jeu long qui était très intéressant, surtout sur cette pelouse déplorable. C'était ce qu'il fallait faire, allonger le jeu, et on l'a très bien fait, notamment Thiago Silva qui a trouvé des superbes ouvertures en profondeur. Ça a été le cas surtout pendant 50 minutes, après ça a été un peu plus compliqué. Dans ces 20 premières minutes, on a eu énormément de situations devant le but adverse. On aurait pu marquer 3-4 buts avec un peu plus d'adresse. Et après, j'ai bien aimé le dernier quart d'heure aussi. On a retrouvé un peu plus de maîtrise. Et on recommence de nouveau à avoir des occasions et on marque ces deux buts en fin de match qui nous évite une prolongation qui aurait pu être un peu contraignante. Et sinon, j'ai bien aimé le match de la défense centrale qui a gagné à peu près tous ses duels aériens et qui a été précieux dans la relance. Merci à toi Basto. Olivier, qu'est-ce que t'en as pensé? Oui, moi j'ai aimé comme Basto la qualification. Donc le Paris Saint-Germain fait une fin de saison qui va être un peu laborieuse, il n'y a plus grand-chose à jouer. Il avait fait un match d'une très grande qualité pour obtenir le titre quelques jours auparavant contre Monaco. On pouvait penser qu'il pourrait y avoir une certaine décompression. Mais non, quand dans les grands événements, dans les événements où il peut y avoir au bout un trophée, ces joueurs restent concentrés, restent pugnaces, ont envie de gagner, toujours gagner. Et moi j'ai aimé en premier lieu cet état d'esprit. Ensuite j'ai aimé l'efficacité un peu dans les deux surfaces. On a retrouvé une ligne d'attaquants qui a très bien fonctionné, notamment Mbappé qui avait été un peu en demi-teinte les derniers matchs, qui avait moins joué et qui là a explosé totalement en faisant souffrir 1000 morts au malheureux latéral qui était en face de lui et les autres, Di Maria, Cavani, je les ai trouvés bons. Et puis également les défenseurs et notamment la défense centrale où Thiago Silva depuis la reprise de janvier est de meilleur en meilleur, à la fois sur le plan défensif parce qu'il a quasiment muselé le peu d'attaque des Canets, mais aussi sur le plan offensif avec, comme le dit Basto, cette capacité à aller chercher en profondeur avec des passes extrêmement précises. Et il a été bien secondé dans ce rôle-là par Marquinhos. Voilà, c'est les points positifs que j'ai retenus dans un match qui était malgré tout un match d'une qualité très moyenne, mais on peut incriminer là Caen qui n'a pas eu beaucoup de velléité dans ce match et qui est resté très très regroupé, très peu offensif. Et il a fallu un petit fléchissement pour qu'ils deviennent dangereux, mais bon, globalement, l'opposition n'a pas posé beaucoup de problèmes au Paris Saint-Germain. Merci à toi Olivier. Dryas, qu'est-ce que t'en as pensé? Tout a été dit. Je vais juste rebondir sur un truc qu'a dit Olivier, comme à mon habitude. En parlant de Thiago Silva, moi, ce que j'ai noté surtout, c'est. Alors, oui, il y a ses passes offensives, les passes offensives qu'il fait, mais dans la tenue du bloc, il y a eu un vrai shift dans la manière de jouer. Je m'explique. Avant, très fréquemment, il faisait une passe et ensuite il reculait deux pas pour voir si l'autre équipe était capable de prendre un avantage et s'assurer et assurer au bout du bout. Et maintenant, il fait sa passe et il reste en place, voire il demande à ses coéquipiers de monter et il assure la tenue du bloc.
Et il a été précieux à Caen pour ça, et comme à Bordeaux aussi, comme on aura l'occasion de le voir tout à l'heure. Merci à toi, Drayas. Mes amis, on va passer au point faible du PSG. J'imagine qu'il y a des choses qui vous ont déplu dans ce match. Olivier, qu'est-ce qui t'a déplu, toi, particulièrement? Comme j'ai salué la ligne d'attaque et la ligne défensive, je suis obligé d'incriminer un petit peu le milieu de terrain. Bon, on sait que c'est le point faible de cette équipe depuis toute la saison. Ce milieu était le parent pauvre du mercato et Unai Emery a peiné à trouver un équilibre au niveau de ce milieu. C'est probablement dans cette ligne qu'il a effectué le plus de changements, des changements volontaires, mais aussi des changements pour différentes indisponibilités. Et on voit que lorsque Marco Verratti n'est pas là, eh bien ce milieu peine. Et voilà, je crois que c'était pour moi le principal point faible. On a même eu l'impression à un moment, comme ça coinçait dans ce milieu, que la défense centrale, certes, cherchait des ballons en profondeur, mais elle cherchait un peu par force, parce qu'il avait du mal à faire circuler, à avoir une bonne transition à partir du milieu de terrain. Et pour moi, ça restera le point noir de cette saison et qui a été particulièrement illustré face à une opposition relativement faible comme Caen. Merci à toi, Olivier. Basto, est-ce que tu es d'accord avec Olivier? Oui, je suis tout à fait d'accord pour dire que le point faible a été ce milieu, avec un Lo Celso qui a été globalement très neutre sur ce match, un Rabiot qui débute bien, où il est bien placé pendant 20 minutes, et puis à partir du but parisien, il commence de nouveau à dézonner, peut-être sur consigne d'Unai, je pense que Drayas en parlera plus longuement. Et on a eu un Draxler qui avait aussi bien débuté pendant 10-15 minutes et qui a ensuite peu à peu disparu et qui a fini le match carrément en mode fantôme. J'ai pas aimé du coup aussi, après entre la 20e et disons la 70e, on a commencé à la jouer un peu facile, à laisser des espaces, c'est malheureusement récurrent chez nous. Et quand, sans être vraiment dangereux, commençait quand même à rentrer dans nos 30 mètres assez facilement, même si dans la finition du dernier geste, ils étaient heureusement peu dangereux, mais on a quand même été punis de notre laxisme par l'égalisation, donc voilà. Merci à toi, Basto. Drayas, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Comme mes camarades, le principal point faible est le milieu, et ça date pas d'aujourd'hui. Quand Olivier dit que sans Marco, le milieu peine, même avec Marco, le milieu a peiné cette saison. C'est sûr que c'est une force vive du milieu, mais apparemment il ne suffit pas. Les rares fois où on a eu un milieu qui était satisfaisant, ce milieu a eu des difficultés en Ligue des Champions. Je fais référence au milieu Rabiot, Draxler, Verratti. Et il semblerait que Unai, par faute de force vive ou par incapacité, n'a jamais réussi à trouver l'équation. Et maintenant, il y a effectivement, Basto me lançait dessus, il y a la problématique Rabiot, on voit de temps en temps Rabiot qui est censé être aligné 6, de temps en temps monter, parfois il est bas en première mi-temps, parfois il est haut en deuxième, parfois c'est le contraire. Et typiquement sur ce match contre Caen, je me souviens, c'était très étrange de voir Rabiot comme ça, tout à coup se mettre à monter. Quand je parle de Rabiot qui monte, c'est Rabiot qui se positionne haut, c'est pas Rabiot qui se projette. Rabiot qui se projette est très bien, c'est quand Rabiot se positionne haut pour moi que le bas blesse. Mais le voir monter comme ça, j'ai vraiment eu l'impression que c'était une consigne d'Unai Emery. Et on peut aussi mettre en référence la récente déclaration d'Unai Emery qui disait que Rabiot avait été jamais aussi bon que sur ces quelques derniers matchs. Et j'en arrive à me demander si c'est pas Unai qui lui demande de jouer 8 haut plus que le joueur. Enfin, j'arrive pas à comprendre en fait ce joueur qui de temps en temps, par moment, joue bien placé et par d'autres moments joue avec un placement qui est complètement hasardeux. J'arrive pas à comprendre la logique et je me demande si c'est pas une consigne du coach tout simplement à l'arrivée. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur Rabiot dans les tops et les flops. Mes amis, on y passe tout de suite. On va commencer par les tops du match, les joueurs qui vous ont plu. Olivier, quels sont tes tops du match contre Caen? 2 tops, tu nous as dit pour ce match. Oh, fais-toi plaisir. Ouais, 2 tops, ça suffira peut-être d'ailleurs pour la totalité de la prestation. Non, je suis obligé de revenir un peu sur Thiago Silva parce que la remarque de Drayas m'a intéressé. Effectivement, on voit un Thiago Silva différent de celui auquel on était habitué les autres années. On lui reprochait de jouer un peu comme un libéro à l'ancienne, assez bas et de tirer son bloc bas. Mais là, on a l'impression que les difficultés à trouver une sentinelle et donc un relais devant la défense, puisque Mota a malheureusement disparu de la circulation. On se demande encore pourquoi Lassana Diarra a été recruté, et puis Lo Celso comme
Rabiot montrent leur incapacité dans ce poste. Le fait que Silva se retrouve sans véritable relais proche de lui, il dépasse de plus en plus sa fonction. On le voit très souvent lorsque l'équipe est en phase offensive, quasiment au niveau de la ligne médiane ou même dans le camp adverse. Et voilà, je crois que ça montre toute l'intelligence de ce joueur, l'étendue des facettes de son talent. Il est capable de tout faire. Et comme le disait Drayas, entre ce que l'on voit et l'interprétation qu'on en a, est-ce que c'est le joueur lui-même, les consignes qu'on lui donne? C'est toujours très difficile de faire les choses, mais là je trouve qu'il est vraiment peut-être sa meilleure deuxième partie de saison au PSG. Il est complet à la fois défensivement et offensivement, et je l'ai encore beaucoup aimé sur ce match. Et il rassure tout à fait le deuxième central qui est avec lui. Et puis Mbappé, parce que c'est lui qui est quand même et marque 2 buts et surtout à l'origine d'une multitude d'actions où il a déstabilisé la défense adverse. Le malheureux latéral qui lui était opposé n'était pas un latéral de formation, je crois que c'est un milieu offensif qui a été reconverti. Et alors là, il l'a totalement bouffé, il l'a laissé sur place, il l'a mystifié. Et quand il peut prendre de la vitesse, quand il peut être actif comme ça, il est tout à fait exceptionnel, à la fois par ses actions pour lui ou même par des actions au profit de ses partenaires. Et il a, pour moi, totalement confirmé toutes les espérances qu'on peut avoir en lui. Voilà, c'est un joueur qui a un potentiel tellement énorme qu'on n'a probablement pas encore tout vu de ce qu'il va être capable de nous apporter dans les années qui viennent. Merci à toi Olivier. Basto, quels sont toi tes tops pour le match? Je pense qu'Olivier a signalé les 2 vrais tops du match. Je vais juste réagir un peu plus sur Silva. Oui, il y a une réelle volonté maintenant d'installer un bloc haut pour Silva, mais moi j'ai plus l'impression que ça vient pas de cette année, mais depuis sa mise à l'écart contre Madrid, certainement, comme s'il avait enfin pris conscience de ce que lui demandaient ses coachs, notamment Unai, sur le fait de prendre l'espace devant lui, de tenir son bloc plus haut. On a l'impression que cette mise à l'écart contre le Real a été un coup de fouet pour Silva, qui a peut-être pris conscience de ce qu'il devait faire, parce qu'on sait qu'il en est capable. Sur Mbappé, pareil, je vais juste rajouter une petite chose. Au-delà de ce qu'a dit Olivier, il y a aussi une chose très intéressante sur ce match, c'est ces appels croisés dans l'axe qui embarquaient toujours un des 2 centraux adverses, et ça libérait aussi de l'espace pour Cavani et Di Maria, qui étaient souvent en surnombre, notamment Di Maria sur son côté gauche, qui était souvent en surnombre. Et je vais rajouter un petit top qui sera les entrants. Pastore, sans faire une entrée flamboyante, permet de retrouver un peu de liant et réveille un peu Lo Celso, et Nkunku qui en 1 minute a le temps de marquer un joli but. Merci à toi Basto, je suis totalement d'accord sur ce que tu as dit sur Thiago Silva, qui est bien meilleur depuis que Unai l'a mis à l'écart du 8e de Ligue des Champions. Drayas, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Tout a été dit, et je vais juste aller dans le sens de Basto concernant Silva, où le fait de ne pas avoir de milieu est une constante du début de la saison à cette fin de saison, et ça n'empêche pas le joueur de montrer complètement autre chose, et s'il est capable d'apporter son attitude dans les grands chocs, ce qu'on attend de lui, il tiendra la dragée haute et pourra se permettre peut-être de se comparer avec un Ramos dans le rôle du meilleur défenseur central du monde. Comme tu y vas. Mais merci à toi Drayas, merci à vous mes amis. On va passer au flop du match, les joueurs qui ne vous ont pas plu. Basto, par quel joueur t'as déçu pendant ce match? Il y en a un qui m'a déçu, mais je le laisserai aux autres, donc je vais dire Trapp, qui fait pas un mauvais match, c'est pas une grosse bourde, mais il se prend un but où, encore une fois, je peux pas m'empêcher de penser, un grand gardien la sort. La balle est contrée, Trapp fait le pas dans la bonne direction pour pouvoir faire sa parade, sa détente est bonne, mais derrière sa main est pas assez ferme, donc pour moi c'est une balle qu'un grand gardien peut arrêter. C'est un flop assez sévère, je l'admets, mais dès que Trapp joue, il y a toujours un but où on se dit il aurait pu faire mieux. Et mon deuxième flop, ce sera Draxler, qui a joué que 10 minutes sur ce match. Dès le début, il commence à fluidifier le jeu pendant 10 minutes, comme on a l'habitude ces derniers temps, et puis il a disparu. Alors est-ce que c'est par rapport aux consignes, vu la pelouse, vu qu'on allongeait beaucoup, du coup Draxler était aussi sauté dans l'animation offensive, mais il n'a pas assez proposé. Défensivement, il a été un peu perdu, puis quand Rabiot a commencé à monter, c'est Draxler qui se retrouvait à jouer 6, il était complètement perdu, il ne savait pas où se placer. Et il est logiquement sorti parce qu'en seconde mi-temps, on ne le voit même quasiment plus. Merci à toi Basto. Olivier, quels sont tes flops du match à toi? Moi je mettrais un flop un peu collectif pour le milieu de terrain, mais on en a déjà parlé.
c'est pas des joueurs qui sont vraiment adaptés au poste où ils jouent, ou alors qui n'ont pas envie d'y jouer. Donc il y a une articulation entre eux qui n'est pas bonne, des actions un peu à contresens. Donc bon, ce milieu malheureusement a échoué dans ce match comme dans tant d'autres. Et puis Berchiche, alors que moi je l'avais vraiment trouvé excellent dans le match contre Monaco, là pour une raison que je ne m'explique pas, alors que le match n'avait pas une intensité énorme et qui n'était pas particulièrement mis en danger, je l'ai trouvé très brouillon et surtout très nerveux. Il a multiplié les fautes, il a pris un carton jaune assez rapidement et il aurait pu en prendre un deuxième parce qu'il était à nouveau impliqué. Bon, il a réussi à se maîtriser un peu. Mais voilà, on voit encore les limites de ce joueur qui est capable, qui a beaucoup progressé cette saison, qui est capable, qui a complètement éclipsé Kurzawa, mais qui montre malheureusement de temps en temps des défaillances. Et puis je voudrais quand même pas défendre Trapp. Je crois que là il y a plus de doute en cette fin de saison. Les progrès d'Areola le mettent clairement devant Trapp. Mais sur ce but, il est pris à contre-pied par le contre, il est parti d'un côté et je trouve qu'il a quand même la capacité à changer de direction et il lui manque pas grand-chose pour arrêter cette frappe. La main est là et il est un peu en bout de course et bon, moi je crois qu'il fait ce qu'il faut, mais il est vraiment difficilement arrêtable. Merci à toi Olivier. Drayas, est-ce que tu es d'accord avec tes deux compères? Pour Trapp, pas vraiment, parce qu'on a vu Areola dans une situation similaire contre Bordeaux qui lui s'en est sorti. Et il faut noter quand même que Trapp touche la balle et il l'effleure pas du bout du majeur, quoi. Il a 3 doigts sur la balle. Donc Trapp à la main ferme, la balle ne rentre pas. Alors peut-être qu'effectivement, comme il est en extension, c'est peut-être plus difficile d'avoir la main ferme, et je peux le comprendre, mais après il est entraîné pour ça. Et pour moi, l'exonérer de toute responsabilité sur le but, c'est un peu fort de café. Sinon, il y a pour Youri, j'ai juste envie, alors je ne vais pas prendre la défense du joueur sur ce match, parce qu'il n'a pas fait un bon match. Par contre, j'ai apprécié son intelligence. Il s'est pris un carton jaune complètement stupide, comme l'a relevé Olivier. On pourrait même le qualifier de coupable, ce carton jaune. Il était nerveux en début de match. Il n'est pas passé loin de la correctionnelle. Il y a un moment, le Texier lui parle et on est un peu en train de se dire il va se prendre un rouge. Et après ça, le joueur, on n'en a plus entendu parler. Et il n'y a pas eu tant de différences qui ont été faites sur son côté. Il y a juste une énorme fois Malcolm qui l'a humilié. Malcolm, c'est Bordeaux. Mais excusez-moi, je confonds tout. Mais grosso modo, il a suggéré le fait de s'être pris un jaune et il a su se calmer. Et pour ça, je lui accorde un bon point. Mais voilà, il a fait mon intelligence. Voilà. Excusez-moi. Merci à toi, Drayas. On va clore sur ce match, mais avant de clore, ça a été un match qui a été notable, notamment parce qu'on a utilisé la vidéo. Alors, c'est un sujet qui fait débat. Là, dans ce match-là, il y a eu deux buts qui ont été vérifiés pour le PSG. Un but qui a été refusé de Cavani en début de seconde mi-temps et un qui a été accepté le deuxième de Mbappé, qui nous redonne l'avantage. Et assez bizarrement, finalement, le deuxième était un peu plus douteux que le premier. Alors, est-ce que c'est un match qui vous a rassuré sur l'utilisation de la vidéo ou c'est un match qui vous a déplu? Est-ce que ça vous a déplu? Drayas, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de la vidéo? Déjà, je pense que ce sont 2 buts qui auraient été validés sans vidéo et personne n'y aurait trouvé matière à scandale. Comme tu le dis très bien, le premier but est peut-être un peu plus douteux que le deuxième, mais même sur le premier, on n'est pas bien sûr comment le révélateur se place. On n'est pas bien sûr que les buts soient valides ou pas valides et le temps que ça prend. Enfin, pour moi, c'est moi qui suis un avocat de pas du tout de vidéo. Contre la vidéo, ce match m'a rassuré dans mes croyances. La vidéo n'est pas faite pour le football. Merci à toi. Drayas. Olivier, est-ce que tu es d'accord avec lui? Le débat continue. Je crois que il n'y a plus de débat quant au fait que la vidéo va être utilisée. Je crois que là, on ne reviendra pas en arrière. Mais on assiste à une phase de mise en place et on ne peut pas nier qu'elle ne se passe pas aussi bien qu'on le voudrait. Et notamment dans l'information à la fois au public dans le stade qui assiste à quelque chose qu'il ne comprend pas et il n'a aucun moyen d'être renseigné sur cette utilisation et même pour le téléspectateur. Et il y a plein de choses qui montrent
qu'on est en rodage. Qui va prendre la décision de la vidéo? Là, on a l'impression que l'arbitre, c'est pas tellement l'arbitre qui a un doute, il est alerté par les arbitres vidéo dans le quart qui lui signalent qu'il peut y avoir quelque chose qui pourrait contredire sa décision. Donc, c'est pas tellement ce qui était prévu au départ. Normalement, au départ, il était prévu que c'était seul l'arbitre qui était maître d'œuvre. Voilà, c'est tout ce flou un peu qui entoure la vidéo. Qui embête, surtout dans la deuxième utilisation, ça a été interminable. Bon, je crois qu'il y a beaucoup de progrès encore à faire, mais ça, pour qu'il y ait des progrès, il faut qu'il y ait de l'utilisation, et pour qu'il y ait de l'utilisation, il faut qu'on accompagne tous, en serrant un petit peu les poings pour le moment, cette innovation qui devrait, je pense, une fois qu'elle sera mature, agir beaucoup plus rapidement, de façon beaucoup plus nette et de façon beaucoup plus maîtrisée, et va permettre de rendre le match beaucoup plus juste par rapport à des décisions qui parfois dépassent les capacités humaines. Merci à toi Olivier, je suis toujours ébahi devant le fait que tu es notre aîné et finalement tu es beaucoup plus progressiste que Dreyas et Basto, ça me fait toujours un peu sourire. Olivier, tu es pour le progrès. Toujours. Et j'hésite à donner la parole à Basto parce que sur le sujet de la vidéo, je sais qu'il tape du pied, qu'il devient tout rouge. Mais je vais tenter. Basto, qu'est-ce que tu as pensé de la vidéo dans ce match? Déjà, je veux bien être progressiste, mais est-ce que la vidéo est un progrès? C'est déjà la première question. Au-delà de ça, je pense que ce match est une pub contre la vidéo, ou du moins contre son utilisation actuelle. Dreyas et Olivier ont parlé de la longueur des décisions. Effectivement, ça a mis 2 minutes 15 sur le premier but et 2 minutes 30 sur le second. C'est beaucoup trop. Dreyas a aussi parlé du fait que les deux buts n'auraient pas fait polémique et qu'ils auraient été validés, c'est tout à fait vrai, et même après ralenti, on n'est même pas sûr que le révélateur soit parfaitement juste, et normalement on est censé, c'était dans les règles, dire que la vidéo on l'utilise qu'en cas d'extrême doute, et là c'est pas dans les cas d'extrême doute, là on va l'utiliser tout le temps si on l'utilise sur ces actions. Après oui, comme a dit Olivier, l'arbitre aussi qui n'est plus vraiment un arbitre mais qui devient un assistant de la technologie, puisque c'est les mecs dans le camion qui lui soufflent dans l'oreillette de vérifier. Ensuite, on peut se demander pourquoi vérifier ces deux actions et pas le gros péno oublié sur Rabiot. Bref, avec cette utilisation actuelle, j'ai plus l'impression que ça crée plus d'injustice et de polémique que si on ne l'utilisait pas. Et si je peux me permettre d'ajouter une dernière chose, c'est le fait que ça coupe le rythme. Olivier, tout à l'heure, mentionnait les spectateurs et plus particulièrement les supporters au stade qui, eux, sont complètement dans le flou. Mais même les joueurs, regardez l'attitude des joueurs sur les deux buts, c'était pas folichon, quoi. Donc peut-être la vidéo, comme le rappelle Olivier justement, le débat, est-ce qu'il va y avoir la vidéo, n'a plus lieu d'être parce que la vidéo elle sera là. Mais il est impératif que le temps de résolution soit raccourci de manière drastique. Après, c'est un sujet qui divise même chez les joueurs de Paris, parce que Meunier se dit 100% pour et Rabiot s'était plaint de la vidéo. Donc, je pense que c'est vrai, Meunier il est pour la vidéo? Ouais, Meunier a été 100% pour et que ça réglait, dans 90% des matchs, ça réglait à chaque fois les situations d'injustice. Nobody's perfect. Meunier, je trouve que même sa communication, il est moins bon dernièrement. Ah, c'est pas mal quand il a dit qu'en 20 minutes ça devait être plié contre les arbitres. J'ai bien aimé. Ouais, mais c'est un peu, tu peux pas dire ça. Mais bon, pourquoi pas. Merci pour votre analyse sur la vidéo, ça m'a fait plaisir, mes amis, et on enchaîne sur un deuxième match, un très très beau match, de l'art. Tout ce qu'on aime dans le football, le match d'hier soir contre Bordeaux. Le PSG s'est imposé 1-0 au Matmut Atlantique avec une belle frappe de Lo Celso. Mes amis, je vais vous poser la question, est-ce que vous avez vu quelque chose de bien qu'a fait le PSG hier soir? Olivier, qu'est-ce que tu as vu? Oui, je crois que tu poses bien la question parce que je me suis vraiment beaucoup ennuyé sur ce match. Mais bon, j'en attendais pas grand-chose parce que c'est un match où Bordeaux avait plus de choses à jouer que le Paris Saint-Germain. Et ça s'est vu, il y a une équipe qui avait de l'envie et l'autre qui expédie un peu les affaires courantes. Pas beaucoup de rythme. Mais bon, on en discutera un peu tout à l'heure, comment on peut le reprocher alors que l'essentiel est fait de la saison. Mais où j'ai surtout été déçu, c'est qu'enfin on voyait une autre tactique que celle auquel on a été soumis toute la saison, c'est-à-dire pour la première fois peut-être, il y avait un 4-2-3-1 véritable qui était mis en place, avec Pastore enfin installé en numéro 10, en vrai numéro 10, et puis ça n'a pas fonctionné. Bon, on reviendra sur la performance de Pastore, mais dans une performance, il y a le joueur lui-même et puis les autres qui l'environnaient.
Mais alors le double pivot Lo Celso Rabiot, là ça a été vraiment catastrophique. Ces deux joueurs qui sont absolument pas faits pour ça. Et donc ils ont vraiment pas aidé le reste de l'équipe. Et puis les joueurs excentrés, les offensifs excentrés comme ont été Nkunku et Mbappé, les malheureux, ils n'ont vraiment pas pu peser sur ce match. Donc cette expérience que j'aurais bien voulu voir positive ne l'a malheureusement pas été. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir? La victoire. C'est quand même extraordinaire de voir cette régularité avec laquelle, qu'on joue bien ou qu'on joue mal, on soit capable d'assurer l'essentiel. L'efficacité défensive, là encore une fois, qui a été au rendez-vous. Et puis la capacité à marquer. Et je crois qu'on n'a pas dû avoir beaucoup d'occasions. On la met au fond quand on pense qu'en face, ils ont eu 20 occasions et qu'ils n'ont pas réussi à marquer une seule fois. On voit la différence entre une équipe très moyenne et une grande équipe. Une grande équipe, elle est réaliste. Et c'est ce réalisme-là qui, une fois de plus, a permis au PSG de remporter le match. Mais bon, je ne peux pas dire que ça soit vraiment mérité. C'est assez drôle parce que le réalisme, généralement, c'est quand même pas une des plus grandes qualités du PSG, Olivier. Ça l'est quand même lorsque l'opposition est de ce niveau-là. Oui, l'équipe manque de réalisme lorsqu'il y a des oppositions un petit peu plus fournies. Elle en a manqué effectivement un peu en début de saison, mais là, actuellement, en général, l'équipe est efficace dans les deux surfaces, là où ça compte, c'est-à-dire dans sa propre surface pour défendre, et puis en attaque quand il faut conclure, quand il faut sortir d'un mauvais pas. On a quand même des joueurs qui sont capables de marquer des buts et des beaux buts. Merci à toi, Olivier. Je vais donner la parole à Basto. Basto, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a plu, toi, hier soir? Ouais, si tu veux commencer, ou t'as beaucoup fini. Bravo, comme tu veux. Vas-y, oui, moi aussi, la réussite défensive totale. Et la réussite défensive ne vient pas que du gardien qui a fait un gros match, mais aussi notamment de sauvetage à l'arrache de Yuri Alves, qui montre que Paris a, même sans faire un bon match, et c'est le cas de le dire, on a été plutôt médiocre, mais PSG a été au moins solidaire et valeureux dans l'esprit, puisqu'au-delà de sauver ses actions, Yuri Alves en plus se manifeste leur rage derrière, leur rage de vaincre. On va retenir la victoire, comme a dit Olivier, qui nous permet toujours d'espérer les 100 points, même si ce serait plus anecdotique qu'autre chose. Et puis après, on rendre un grand hommage à Bordeaux et son organisation, mais je pense que Darius va peut-être en parler plus en détail. Vas-y, Darius. Pas forcément plus en détail, mais c'est vrai que si on sort du PSG, il y a une chose que j'ai aimée hier soir, c'est l'organisation bordelaise que j'ai trouvé redoutable avec notamment ce pressing. C'était même plus du pressing haut, il y avait 5 joueurs sur les 4 joueurs parisiens qui étaient en train de se harceler, et on avait toutes les peines du monde à pouvoir ressortir la balle. Et dès qu'on y arrivait, il y avait un repli du bloc qui était vraiment très bien agencé, et j'ai vraiment beaucoup aimé l'organisation bordelaise. Sinon, comme mes deux camarades, sinon j'ai aimé l'efficacité dans les deux surfaces. Et pour répondre à ta question, le réalisme aussi, on a été plutôt réaliste. Moi, je trouve cette saison, en témoigne notre nombre de buts marqués, notre nombre de buts encaissés, que dans toutes les compétitions dans lesquelles on est engagé. Et je crois plus que c'est des histoires de défaillance, des histoires d'incapacité, des histoires de complexe d'infériorité, ou je sais pas, qui font qu'on se matraque tout seul la tête dans certains rendez-vous, qu'un manque d'efficacité. Quand on voit, je crois qu'on a établi le record du nombre de buts marqués sur une phase de poule de Ligue des Champions cette saison. Exactement. On ne va peut-être pas battre le nombre de buts marqués en Ligue 1, mais voilà, on avance beaucoup. Au niveau défensif, on a été globalement très efficace. Donc je pense que si, on a été réaliste. C'est juste, ce qui nous manque, c'est peut-être autre chose que le réalisme. C'est peut-être aller chercher plus loin. Merci à toi, Darius. Et là, mes amis, je pense que vous aurez un peu plus à dire. On va parler des points faibles du PSG. Basto, toi, qu'est-ce que tu as vu, toi, qui t'a pas plu hier soir? Beaucoup de choses. Déjà, notre capacité à nous créer des occasions, puis notre frilosité palpable sous la pression adverse, comme Darius l'a dit, Bordeaux qui pressait les défenseurs très haut, et au lieu de jouer simple, on se compliquait un peu la tâche, notamment la sortie d'Areola qui aurait pu coûter un but, ou Kipembe qui vient provoquer un duel balle au pied au lieu de peut-être repartir vers l'arrière. Donc on a été trop frileux sous pression, et qui dit frilosité dit forcément perte de balle, et qui dit perte de balle dit désorganisation et occasion pour l'adversaire. Après, je trouve qu'on a été aussi, on a pas mal concédé en prenant pas mal de vent en plein axe ou sur les ailes, même si Yuri et Alves sont plutôt bien gérés sur les ailes, mais ils étaient souvent en infériorité numérique, souvent à 1 contre 2 voire contre 3, parce que
Les Illiens ne se repliaient pas beaucoup. Après le milieu aussi, hein, Rabiot, Pastore, était un peu exaspérant par moment. Le système en 4-2-3-1 qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, qui pour moi montre encore ses limites. Je n'étais pas fan de système avec les joueurs qu'on a actuellement et ça confirme plutôt cela. On n'a pas les milieux pour jouer dans ce système, on n'a pas les ailiers qui font assez d'efforts pour éviter une telle désorganisation. Et j'ai surtout détesté les 10 dernières minutes. On se retrouve à jouer mais très très bas. Il y a eu des 6 mètres bordelais où il n'y avait aucun Parisien dans le camp adverse. On était recroquevillés dans notre camp. Et le problème, c'est qu'on n'a gagné aucun ballon aérien. Donc il y avait des longs ballons. Et Marquinhos et Kimpembe se sont fait bouffer dans les duels aériens sur ces 10 dernières minutes. Merci à toi, Basto. Dreyas, est-ce que tu partages l'avis de Basto? Je partage complètement, mais pour insister sur cette idée de 4-2-3-1, quelle idée d'organiser un 4-2-3-1 avec Giovanni Lo Celso en 6, quoi. Il y a un moment où on l'a essayé en 6 tout court dans un 4-3-3, c'était pas fructueux. On a déjà essayé le 4-2-3-1 avec lui en 6, c'était pas fructueux. Enfin, il y a un moment où il faut juste ouvrir les yeux. Ce joueur a des qualités, mais il n'a pas les qualités pour jouer là. Et l'équipe en pâtit. Rabiot, c'est même pas la peine d'en parler. On viendra, j'en imagine, bien plus longuement sur lui dans les flops. Euh, Attends, t'es sûr que c'était Lo Celso hier en 6? Moi, je voyais Rabiot plus bas, non? Ah non, 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 C'était non, un double pivot. oui, les deux étaient en 6. Là. Les deux étaient en 6. Après, si tu veux, il y a Lo Celso qui, à un moment, c'est un petit peu fâché vers la 35e et il a commencé à monter. Mais si tu regardes ces 35 premières minutes, il y a un nombre de fautes qu'il fait, d'inattention. Il se précipite sur des joueurs, il laisse des trous derrière lui. Il est complètement perdu vis-à-vis du pressing bordelais. Enfin, il est vraiment en difficulté dans les 35 premières. En fait, c'était plus un 4-2-3-1 sans ballon. Après, dans l'animation avec, des fois, ça se transformait en 4-3-3. Oui, mais sans oui, ballon, tu étais clairement mais 6. voilà. Et sinon, ce qui m'a gêné, c'est... Alors après, encore une fois, on va en parler plus tard. Il n'y a plus forcément d'enjeu pour Paris. Et on n'a pas vu une démission comme on avait pu le voir à Saint-Étienne ou comme on a pu le voir au retour au Real Madrid face au pressing adverse. Mais on a eu... Basto mettait en avant à juste titre les deux latéraux, mais c'est à peu près les seuls. C'est-à-dire qu'on a vu une incapacité à la révolte. Il y a eu... on n'accepte pas le sort, mais on fait pas non plus grand-chose pour essayer de changer les choses. Mais ça peut s'expliquer pour plein de raisons, et notamment le fait que plus grand-chose n'est à jouer. Merci à toi, Dreyas. Olivier, est-ce que tu rejoins tes deux compères? Oui, je crois qu'on en a parlé même un peu dans les tops. Et on s'aperçoit que cette organisation-là, c'est pas tant l'organisation qu'on peut critiquer, c'est surtout les hommes choisis pour l'animer. Tu peux pas jouer en double pivot avec Rabiot et Lo Celso. Il doit quand même le voir, Aymeric. Ce ne sont pas des joueurs qui sont capables de jouer comme ça. On a vu, même si je suis d'accord avec Basto, défensivement ça a été moins bien, mais on a vu quand Mota est rentré à la fin, qu'il a pris clairement le poste de sentinelle, qu'il a libéré Lo Celso, le gamin il a joué en 10, en 8-10, et là tout de suite il est bien meilleur. Donc on a vraiment tendu la joue pour se faire battre, et ça a été relativement facile pour les Bordelais d'aller bloquer notre centre du terrain. Le centre du terrain a été totalement inexistant et donc a facilité quand même l'annihilation de notre jeu et puis la récupération. On a perdu un nombre incalculable de ballons qui a permis à des Bordelais, lorsqu'ils étaient encore saignants en début de match, de contre-attaquer. Donc là, il y a vraiment une faillite, non pas tant organisationnelle qu'une faillite humaine dans les choix des joueurs du milieu de terrain et pour pouvoir animer un système comme celui-là. Merci à vous, mes amis. On va passer au top du match, les joueurs qui vous ont plu. Mes amis, Dreyas, quels sont tes tops dans ce match-là? Impossible de ne pas citer Aérola. Alors, il commet une erreur qui est un peu compréhensible, où il hésite entre mettre en touche et dégager, et il se retrouve à faire une passe à l'adversaire. Mais mis à part cette erreur, il fait un match qui mérite un 9 sur 10 peut-être. Que d'arrêts, que de prestance, une présence dans sa défense. Puis même, voilà, au-delà des arrêts, c'est une présence rassurante. Basto soulignait à juste titre les deux centraux qui sont complètement écroulés au niveau aérien dans les 10 dernières minutes. Heureusement qu'Aérola, lui, n'a pas suivi le même chemin. Donc il y avait... Mais maintenant, pour Aérola, reste une chose à dire, c'est qu'on attend maintenant des prestations de cet acabit quand il y a encore des choses à gagner, quoi. C'est une chose que d'en faire quand il n'y a plus rien à gagner, parce que la pression n'est pas la même, l'environnement n'est pas le même. Et Aérola, si vous briguez un poste numéro 1 au Paris Saint-Germain, le futur nous le dira, c'est pas forcément ce que je souhaite, parce que justement, quand la pression est là, il nous a jamais rassurés.
Moi, contre le Real Madrid, il est pas rassurant, mais il fait son match quand même. Oui, il fait son match. Mais il faut se souvenir du contexte particulier de ce match. Ce match sort. Alors, je me trompe peut-être au niveau du timing. Vous allez me confirmer ou me dire que je me trompe. Mais il sortait d'une période où il s'était pris 10 buts en 11 frappes cadrées, je Ouais, crois. c'est vrai. Et tout à coup, on l'a vu juste pas trop mauvais. Et on s'est dit, oh putain, ça fait du bien. Mais t'attends complètement autre chose. La prestation qu'il a fait hier n'a strictement rien à voir avec celle qu'il avait faite à Madrid. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, petite stat pour vous, mes amis. Alphonse Areola, il a réussi 8 arrêts hier soir. C'est son record en Ligue 1 et c'est la meilleure performance pour un gardien du Paris Saint-Germain depuis Sirigu contre Saint-Etienne en décembre 2011. Donc c'est quand même pour dire qu'on a quand même des problèmes de gardien depuis que justement Sirigu était devenu nul. Ou qu'on a eu un problème défensif hier et qu'on a concédé beaucoup Voilà, d'occasions voilà. aussi. Il y a aussi ça. Il y a aussi le fait que Bordeaux a eu beaucoup d'occasions. Et sinon, en deuxième top, bah, je vais avoir mon top flop de la semaine et ça va être Giovanni Lo Celso. Alors la partie top, c'est il a été lumineux dès qu'il est allé devant. C'est Merci rapide et concis. merci à toi, Drayas. C'était précoce, j'ai aimé. Olivier, quels ont été toi tes joueurs qui t'ont fait kiffer? Oui, moi j'ai les mêmes que Drayas. Areola, moi je suis épaté. Vraiment, on se rappelle l'année dernière où il suffisait qu'il y ait un gars en face cadre sa frappe pour qu'il prenne le but. Là, il a complètement décollé. Je crois que sur sa ligne, il est très impressionnant. Bon, il reste encore un petit peu inquiétant dans les sorties aériennes, mais sinon, il a une présence. C'est une masse physique impressionnante et il a une très belle détente, une très belle vision du jeu. Moi, je crois que je ne sais plus quel technicien disait que pour l'année prochaine, le Areola, enfin, changer de gardien n'était peut-être pas la priorité, qu'on avait d'autres urgences. Bah, oui, je me pose maintenant réellement la question de savoir si on ne doit pas faire confiance à ce très jeune gardien qui a montré ce potentiel de progression. Bon, il a été aussi un peu ballotté lors de la confusion entretenue autour de la concurrence des gardiens. Il a été un peu fragilisé moralement et ça a dû peser sur lui. Maintenant, il a la pleine confiance et de l'entraîneur et de son équipe. On voit que les joueurs maintenant ont confiance en lui. Et là, il est tout à fait au niveau qu'on pourrait souhaiter, même si, effectivement, dans les grands matchs, ça reste à prouver, mais il n'est pas le seul dans ce cas-là. Hier, il a fait 8 arrêts parce que Bordeaux a eu 21 tirs. Ça montre bien quand même les difficultés qu'on a eues dans ce match-là. Mais dans les 21 tirs, ils en ont cadré 8. Et sur ces frappes cadrées, bah, il a été présent et avec quelques arrêts qui étaient quand même difficiles à faire. Alors Lo Celso, moi, ça ne sera pas un top flop, ça sera un top top. Parce que je pense que le flop tient essentiellement à la mauvaise position qu'on lui a donnée. Sinon, il a été le seul à vraiment surnager dans ce milieu. C'est lui qui a pris les choses en main. Il a fait de très belles percées. Il fait de très belles passes. Il fait 2 frappes, dont une, le gardien adverse est obligé de s'employer pour l'arrêter, et l'autre, elle fait but. Non, moi, je trouve qu'il est... Moi, il m'épate par sa fraîcheur, par son implication. Il est toujours là, toujours concentré, toujours présent. Jamais une grimace, jamais mécontent, toujours heureux de jouer. Moi, ce gamin, il n'a pas été mis dans les meilleures dispositions, mais j'y crois beaucoup pour l'avenir. Mais je trouve que Emery l'a plutôt bien géré depuis qu'il est arrivé au club. Depuis qu'il a fait jouer 6, tu veux dire, non? Non, depuis qu'il est arrivé au club en le faisant pas Ouais. jouer tout de suite. Ouais, non. La gestion est mauvaise depuis le début. Et puis, je te dis, le fait de l'avoir suicidé à Madrid en le mettant dans un poste qui n'était manifestement pas le sien et en le laissant sur le terrain au-delà du raisonnable alors qu'en première mi-temps, il venait de concéder un penalty. Non, là, vraiment, il n'a pas été à la hauteur vis-à-vis de ce joueur qu'il a d'ailleurs sanctionné assez lâchement les matchs qui ont suivi, comme s'il était le seul responsable de la déroute. Non, moi, vraiment, la gestion d'Emery pour Lo Celso, moi, je ne la trouve pas satisfaisante. Merci à toi, Olivier. Basto, est-ce que tu as les mêmes tops que tes amis? Bah, déjà sur Joe, pour juste revenir un peu vite fait sur la gestion, oui, la gestion de comment il a pu être positionné, ok, mais la gestion du temps de jeu a plutôt été bonne. Il a attendu qu'il se fasse ses gammes à l'entraînement pour qu'il soit prêt physiquement et qu'il puisse prendre du volume. Ouais, c'est ça, il y a eu du positif et du négatif dans la gestion, mais tout n'est pas non plus à jeter dans ce que Emery a fait avec Gio. Voilà. Sinon, mes tops, je vais être original, je vais dire Areola, qui a été pour une fois rassurant dans les airs, je trouve, justement, contrairement à Olivier hier.
et qui réussit des parades délicates. On pense tous à cette claquette qu'il fait sur la tête bordelaise, mais je trouve surtout qu'il s'est amélioré hier, notamment sur les frappes au sol, où on sait que normalement Areola est très lent pour se coucher au sol, et hier il fait l'arrêt notamment sur la frappe qui est détournée par Marquinhos, il va la chercher alors qu'elle va balle rentre dans le petit filet. Donc oui, Areola très bon hier, par contre pour moi il faut toujours un nouveau gardien l'année prochaine. Et est-ce que les progrès d'Areola ne sont pas aussi dus à l'arrivée de l'entraîneur des gardiens cet été qui est Javi Garcia, qui est reconnu comme un des meilleurs entraîneurs des gardiens et qui avait fait progresser Rico et Soria à Séville de manière assez impressionnante. Et mon deuxième top, ce sera l'entrée de Draxler. Non pas qu'il ait eu beaucoup de volume ou qu'il ait été très présent, mais dans un match où il y a eu énormément de déchets. Et quand je dis déchets, c'est pas que dans la réalisation, c'est aussi dans les choix, c'est-à-dire qu'énormément de joueurs faisaient les mauvais choix. Tout d'un coup, on a un joueur qui arrive et qui fait le choix juste et qui le réalise plutôt proprement. Donc ça faisait un peu de bien aux yeux au milieu de cette mascarade. Merci à vous, mes amis. On va passer au flop du match. Et Basto, quels sont tes flops du match à toi? J'en ai beaucoup, moi. On va commencer par Pastore, qui était mis numéro 10 dans un 4-2-3-1, donc là où il aurait pu être à l'aise. Mais il a mis 30-35 minutes à démarrer. On ne l'a pas vu proposer entre les lignes, on ne l'a pas vu beaucoup se déplacer, beaucoup décrocher. Il était peu en vue pour être trouvé, donc il ne se montrait pas pour pouvoir prendre en main le match. On le voit un peu plus les 10 dernières minutes de la première mi-temps, les 5 premières minutes de la seconde aussi, où il fait notamment une super passe pour Cavani, mais le but est malheureusement refusé pour un hors-jeu discutable. Puis il a eu du mal aussi physiquement, dans les replis, dans les duels, il semblait complètement dépassé physiquement sur ce match, donc ça a été plutôt très insuffisant. En deuxième flop, je vais mettre Nkunku. C'est sa première titularisation cette année contre une équipe, disons, d'un niveau correct. C'était pas 3 ou Metz, c'est un niveau un peu au-dessus. Et voilà, dès qu'il y a une équipe qui harcèle un peu, on voit ses défauts qui apparaissent plus facilement. C'est un très bon joueur qui aurait sa place dans beaucoup de bonnes équipes européennes, mais qui n'a pas sa place. Il lui manque quelque chose pour vraiment s'imposer au PSG, je pense. Il est un peu perdu dans l'impact et les duels. Et en plus de ça, hier, il a réussi aucun décalage. Puis son entente avec Yuri était quasi nulle aussi sur le côté gauche. Si je peux en mettre un troisième, s'il te plaît. Ouais, vas-y. Bah ouais, on est obligé de mettre Rabiot. Je pense qu'on le mettra tous, mais... Rabiot, tu peux pas le mettre. Il avait chaud. Il avait chaud, et c'est sa coupe de cheveux. Il faut qu'il se coupe les cheveux. Il aura moins chaud. Ouais, il était tout rouge. Non pas forcément défensivement hier Rabiot, mais vraiment dans la conduction du jeu, quoi. La lenteur des sorties de balles, le fait qu'il jouait très latéral, qu'il faisait souvent le mauvais choix quand il fallait écarter vite à gauche, il prenait son temps pour écarter à droite là où il y avait le sous-nombre. C'était assez désespérant à voir, il m'a beaucoup énervé. Puis il y a une action à un moment sur l'aile gauche où il monte, quand il est repositionné 8, où il a 3 comptes favorables et puis il fait un centre en touche et j'ai eu l'impression de revoir Matuidi, c'était la même gestuelle et donc ça m'a fait mal au cœur. Merci à toi, Basto. Pour ce qui est de Pastore, est-ce que on voit que dans les matchs où il y a de l'intensité, où il y a un peu de contact, on voit qu'il est souvent mauvais. Est-ce que tu penses qu'il a peur d'une rechute? Non, je pense pas forcément. Et puis les matchs avec beaucoup d'intensité, il était plutôt bon quand il joue en Ligue des Champions. Avant, il en joue plus beaucoup. Ouais, mais récemment, les matchs de Ligue des Champions, ça fait longtemps qu'il est... C'est un joueur qui est aussi dépendant du collectif, donc quand le collectif est aussi peu concerné derrière, c'est un joueur qui a besoin de mouvement, donc forcément, lui, quand l'équipe est moins bonne autour de lui, il va être tendance à être moins bon, et puis quand l'équipe va être bonne, il va tendance à la faire briller un peu plus. Je peux te poser une question, Jimmy? Vas-y. Est-ce que tu es capable de me citer un 10 qui a été capable de faire des choses formidables en ayant une doublette Rabiot-Lo Celso derrière lui? Ouais, Zinedine Zidane. Bah non, il avait alors ma mémoire me taquine parce qu'il y avait des périodes où il avait Vieira, il y avait Deschamps petits. Des champs petits, ouais, mais en l'occurrence c'est mieux. En l'occurrence c'est mieux que Gio Rabiot, quoi. Puis il avait Djorkaeff à côté. Aussi, pour libérer à ce moment. Merci à toi, Basto. Olivier, quels sont tes flops dans ce match? Alors, on est obligé de dire Pastore, même si effectivement il pâtit un peu de l'organisation et des hommes qui étaient mis dans cette organisation, mais il perd quand même 13 ballons. C'est un joueur qui a une précision dans ses passes, qui a une vision du jeu au-dessus du naturel et qui a complètement sombré dans ce match. Et puis il a cette attitude, mais qui est plus une attitude d'apparence. Quand ça va pas, il plonge, quoi. Puis il a l'air de s'en foutre et ça ternit beaucoup sa prestation. Bon, Rabiot, on est totalement désespéré par ce joueur. Il veut pas jouer 6, il a raison, il est mauvais en 6. Il veut pas jouer
il veut jouer chevaux au vent, faire des chevauchés. C'est le Piazza des années 2020. Mais c'est bon. Entre ce que lui, il voit de son jeu et nous, ce qu'on voit de ce qu'il fait, je crois qu'il y a un énorme hiatus. Il faut qu'il prenne conscience de ses qualités. Il a des qualités, mais il doit les exploiter dans un registre qui n'est pas le sien. Aujourd'hui, c'est un joueur qui s'illusionne sur ses capacités et il a du pot de jouer au PSG parce que c'est l'enfant du club, mais quand il va arriver dans un vrai grand club, il va se faire bouffer. C'est le genre de joueur qui va signer en Angleterre et puis qui va revenir en prêt 6 mois après parce que tout le monde aura fait le tour de ce qu'il est réellement. Donc je crois là, une fois de plus, il a été ultra décevant. Et puis la ligne d'attaque dans son ensemble, on les a pratiquement pas vus. Le malheureux Nkunku, le faire jouer ailier gauche collé à la ligne, je crois pas que c'est ça qui met en évidence ses meilleures qualités. Et Kiki, ça a été pareil, hein, alors qu'il avait été flambant le match précédent, bah là il s'est retrouvé exilé sur le côté, avec un axe qui était complètement désert. Bon, et les malheureux, ils n'ont pas pu faire grand-chose. Quant à Cavani, bah, on a vu le mauvais Cavani, c'est-à-dire celui qui est obligé de jouer un peu pour l'équipe, d'animer un peu parce qu'il ne reçoit aucun ballon. Donc ces joueurs-là ont été envoyés au sacrifice et ils ont été naturellement mauvais par la mauvaise animation de l'équipe. Olivier, ce que tu dis sur Rabiot qui s'illusionne de son niveau, je pense que ça ne s'applique pas que à Rabiot au PSG. Ah, ça s'applique quand même beaucoup à Rabiot. Beaucoup à Rabiot, mais... Ouais. Non, mais tu vois, par exemple, des joueurs comme Berchiche, bah lui, il va au bout de son niveau. Hein, c'est un joueur, il a probablement moins de talent que les autres, mais au moins il l'exprime à 100%. Tu vois Lo Celso, bah c'est un joueur, il fait ce qu'on lui dit de faire sans jamais rechigner, il va pas se sentir dévalorisé parce qu'on le fait jouer 6. Bon, même s'il peine, tu l'as jamais entendu protester, tu l'as jamais entendu sortir en levant les yeux au ciel, il fait son boulot. Non, il y a des joueurs au PSG qui sont des vrais professionnels. Quand tu vois l'attitude d'un Alves, il joue à 110% de ses possibilités. Des gars comme Rabiot qui jouent la diva, il n'y en a pas tant que ça au PSG. Merci à toi, Olivier Drayas. Tu conclus la rubrique des flops. Pour juste rajouter sur Rabiot par rapport à ce que disait Basto, non seulement Rabiot faisait les mauvais choix, mais il les faisait en plus de la mauvaise manière. Combien de passes qui n'étaient pas pour des adversaires a-t-il fait? Il doit en avoir au moins 4 ou 5. Il a fait les deux chevauchés au vent. Alors il en a une macudesque comme le rappelait Basto, et il en a fait une qui était bonne. Mais sur ce match, c'était écœurant. Et c'est un joueur qui paye, je crois, ses illusions et sa communication qui maintenant s'avère désastreuse et le rend littéralement insupportable. Et sinon, Gio, mais comme le disait très bien Olivier, il se retrouve ici parce qu'il est mal utilisé. Gio en 6, c'est pas son poste. Défensivement, il a toujours une naïveté. C'est pas un joueur qui rechigne à faire le geste défensif, hein, il y va, et il y va des fois même un peu vigoureusement. Il s'est déjà pris quelques cartons jaunes. Mais quand il y va, il n'est jamais attentif de est-ce qu'il laisse un trou dans son dos. Voilà, c'est un joueur qu'il faut installer en 8-10. Et tant qu'on l'alignera ailleurs, il aura des prestations comme hier qui sont mi-figue, mi-raisin. Alors c'est bien plus positif parce que 1, il marque le bon but, 2, il a une bouche sublime, il a créé 2-3 décalages et il a été très très bon dans l'ensemble. Mais il y a toujours cette petite note grinçante qui est pour l'instant due à sa mauvaise utilisation. Merci à vous, mes amis. On clôture sur la rubrique des flops et j'ai envie de vous poser une petite question. Par rapport à ce match, on a donc tous vu que le PSG n'était pas flamboyant. Est-ce que vous comprenez, vous, que les joueurs manquent, je ne sais pas si on peut appeler ça un manque de professionnalisme, mais est-ce que vous comprenez que les joueurs jouent un peu en mode c'est fini, j'ai pas envie de courir, je m'en fous un peu. Est-ce que vous le comprenez ça, Olivier? Est-ce que pour toi c'est quelque chose de normal? Moi, je crois pas qu'ils aient cette attitude-là. C'est quelque chose qui se fait naturellement. C'est-à-dire avoir une motivation pour un match comme celui-là, alors que tu es champion, alors que le dernier gros match qui va arriver, ça va être la Coupe de France. Bon, pour être un joueur de très haut niveau, il faut aussi avoir un challenge. Et là, ce challenge, il n'existe pas. Donc, sans qu'ils le fassent volontairement, je pense qu'ils ont moins d'investissement pour ces matchs-là. En plus, ils sont quasiment tous internationaux, ils ont tous l'esprit tourné vers la Coupe du Monde. Personne n'a envie de se blesser, personne n'a envie de prendre un mauvais coup, donc ça doit jouer également. Et puis hier, ils sont quand même tombés sur un très bon adversaire, un des rares
qui a joué contre eux, qui a essayé de faire quelque chose contre eux. Et ça n'a pas dû aider à la performance. Donc oui, je comprends que pour ces matchs-là, et ça va être comme ça pour les 4 matchs de championnat qui restent, surtout pour des matchs à l'extérieur. Je pense qu'à la maison, pour le public, ils font l'effort. Mais pour ces matchs-là, je ne les vois pas mourir pour la patrie alors que le titre est déjà là. Merci à toi Olivier. Dreyas, est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, je suis parfaitement d'accord avec Olivier, et notamment sur la dureté de la question. C'est pas la... il y avait une colère, par exemple, après le match contre Saint-Étienne, avec notamment une première mi-temps qui était en dessous de tout. C'était pas le cas contre Bordeaux. C'était juste, il leur manquait un supplément d'âme. Et est-ce que tu peux demander ce supplément d'âme alors que, grosso merdo, en championnat, le seul enjeu, c'est d'aller chercher les 100 points. Chercher les 100 points, c'est plus une affaire de qui tout dur qu'autre chose. Ils ont, pour leur majorité, des rendez-vous très importants cet été. Le travail a été fait, et en championnat, il a été fait et bien fait. Donc, tant mieux si on peut aller chercher ce petit bonus des 100 points, mais fondamentalement, c'est pas très important, et c'est très compréhensible. Merci à toi Dreyas. Basto, quelque chose à ajouter? Oui. Enfin, moi, je suis aussi d'accord pour dire que c'est pas vraiment en termes d'envie. Les joueurs ont quand même tout fait pour tenir le score sur la fin, même si c'était pas forcément bien fait. D'ailleurs, je pense que si on regarde, j'ai pas regardé, mais si on regarde les kilomètres parcourus, on doit être pas mal hier. Je pense qu'on court pas mal, mais c'est juste que c'est des efforts un peu dans le vide parce que le système était pas huilé, il y avait trop d'espace entre nos secteurs de jeu. Donc, du coup, quand les lignes sont éloignées, tu cours toujours un peu dans le vide. Je pense que c'est plus psychologique, donc une question d'envie, au-delà du fait que le championnat soit plié. Il y a aussi la Coupe du Monde en fin de saison. Et donc il y a des joueurs qui, psychologiquement, vont pas forcément mettre tout l'impact qu'ils devraient mettre dans certains duels, pour pas risquer une blessure. Merci à toi Basto, merci à vous mes amis. Et j'ai une autre question pour vous qui concerne cette fois Bordeaux. Est-ce que vous trouvez normal que Bordeaux ils ont fait un super match, je pense qu'on peut tous le dire, contre Paris avec de l'envie, et au final on voit qu'ils ressortent avec aucun point, et j'ai envie de dire bien fait pour eux, parce que est-ce que pour vous c'est normal d'afficher un visage comme celui-là contre Paris, alors que par exemple en Europa League, quand il s'agit de se qualifier, ou dans certaines autres rencontres, on les voit jouer très mollement, quoi. L'entraîneur Gustavo Poyet a dit qu'il faudrait mettre des maillots du PSG à toutes les équipes pour motiver ses joueurs. Est-ce que vous trouvez ça normal, la différence qu'ont certaines équipes comme Bordeaux, vraiment Bordeaux c'était incroyable, de jouer totalement différemment quand c'est contre le PSG, même si c'est pas forcément très utile? Dreyas, qu'est-ce que tu en penses? C'est pas le premier match que Poyet joue comme ça, mais je laisserai Basto détailler. Mais il faut préciser que Poyet n'est pas en place depuis si longtemps que cela. Outre la dimension jouer Paris, je crois que c'est même pas ça l'enjeu. Faut se rappeler que contrairement à nous, eux, au coup d'envoi, ils ont quelque chose à jouer. Ils ont l'Europe à aller chercher. Et c'est normal, en fin de championnat, les équipes qui n'ont plus grand chose à jouer, alors nous on est en tête, normalement on n'a plus grand chose à jouer quand on est 10e ou 11e, mais bon, nous en tête on a littéralement plus rien à jouer, et quand on joue des équipes qui ont quelque chose à jouer, ces équipes, elles mettent le supplément d'âme. Donc moi je trouve ça m'a pas choqué plus que ça. Merci à toi Dreyas. Basto, est-ce que tu es d'accord? Oui, après tu parlais d'Europa League, mais c'était Gourvenec, et depuis que Poyet est arrivé, je trouve que Bordeaux est là dans l'esprit. J'avais vu son premier match, c'était contre Lyon, où ça avait été la même organisation qu'hier, avec un pressing très haut qui avait étouffé Lyon, mais ils avaient marqué très rapidement, et derrière ils avaient très bien contré, et étaient très bien en place, et ils avaient battu Lyon 3-1 tout à fait logiquement. Ensuite, ils ont eu quand même des victoires à Nantes, à Montpellier, ils ont fait un nul contre Nice, ils ont perdu seulement 2-1 à Monaco et 1-0 à Marseille. Alors, ils n'ont pas fait de match des qualités dans le jeu, on diront avec ballon, que ce qu'a pu faire Bordeaux hier, mais dans l'organisation défensive et la mentalité, ça a toujours été assez constant sous Poyet. Et finalement, Poyet a quand même pris 20 points en 13 matchs en ayant joué les 7 premiers du championnat, donc c'est loin d'être ridicule. Merci à toi Basto. Olivier? Oui, moi j'appuierais ce qu'a dit Dreyas, c'est que depuis que Paris est qualifié contre les Herbiers, il y a une place de plus en Europa League pour les équipes du championnat. Donc cette place, elle est redevenue accessible à Bordeaux, qui était d'ailleurs sur une bonne série. Je crois qu'ils avaient gagné les 2 derniers matchs.
C'est plus la même équipe que celle qui a débuté la saison, avec Gourvenec, que j'aime beaucoup au demeurant, mais bon, qui n'a pas bien fonctionné avec cette équipe. Effectivement, elle a été assez triste, mais là, avec Poyet, c'est un autre type de football, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus accrocheur, avec un pressing qui est très efficace. J'ai envie de dire que c'est ça qu'on attend des adversaires du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire si tu n'es pas motivé, quand ton stade est plein et que tu reçois la locomotive du championnat, bah c'est triste, quoi. Si tu as barré ce match de ton calendrier parce que il est perdu à 95%, c'est dommage. Voilà comment un adversaire du Paris Saint-Germain, même limité, comme peut l'être Bordeaux actuellement, voilà comment il a joué au moins sa chance. Et ce match-là, quand on voit le nombre des occasions qu'ils ont eues, ils auraient dû le gagner. En toute logique, ils auraient dû le gagner. Bon, malheureusement, ils tombent sur une équipe hyper réaliste. Mais Bordeaux a eu la bonne attitude et je m'en félicite parce qu'au moins, eux, ont joué leur chance et c'est ce qui manque dans ce championnat. Je voulais rebondir sur... Vas-y, Dryas. C'est juste rajouter un top. Ah ouais, toi tu reviens de loin. Il rebondit. C'est 3 rubriques à l'avance. Qui est Younous Sankaré. Alors oui, il est bordelais, mais c'est un ancien. Ouais, c'est vrai. Et je l'ai trouvé très 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 bon hier soir. Alors c'est pas très très bon en version capable de jouer au Paris Saint-Germain, mais de très bonne conduite de balle, toujours le bon choix, toujours dans le bon tempo. Et comme disait Olivier, s'il n'y avait pas certains joueurs à Bordeaux, ce match il l'aurait gagné 9 fois sur 10. Aussi par Pablo dans les Pablo, il était extraordinaire. Le central bordelais a été... Et Plazid, le tchèque. Il était un peu discret. Mais c'est vrai que Sankaré était très bon, j'étais surpris qu'il sorte. D'ailleurs, on marque le but peu après qu'il sorte. Bien, merci à vous, mes amis. Avant de terminer ce podcast, on va parler rapidement de Guingamp, du match qui nous attend dimanche soir. Petit moment pronostic. Mes amis, juste, est-ce que vous voyez, vous, un match difficile? Et quel score vous imaginez, Basto? 4-1 Paris, match facile. Ah ouais, Olivier? Bah, Guingamp a été bon, hein, le dernier match. Moi j'aime Antoine, j'aime sa grinta, donc je pense que ça va être un match accroché, mais c'est au parc. Oui. Au parc, bon, ça risque de pas suffire, donc oui, je dirais 2-0 parce que j'aime Antoine. Dryas? Comme Olivier, pour moi c'est le retour d'Antoine Campoaré à la maison. Mais bon, après il y a la réalité à prendre en compte et on parlait d'équipes qui n'ont plus rien à jouer. Guingamp, on est bien une qui est 10e avec 45 points, trop loin pour jouer l'Europa. Enfin, quoique s'ils font une série de folie, mais bon, c'est donc trop loin pour jouer l'Europa. C'est au parc. Les joueurs de Paris n'ont pas forcément fait un bon match, n'ont pas forcément contents du match, sauf Rabiot parce qu'il a l'explication, donc, comme tu le rappelais tout à l'heure, qu'il faisait trop chaud. Voilà. Donc ils ne seront pas forcément satisfaits de leur dernier match, ils auront envie de montrer autre chose, donc même si c'est Antoine Campoaré, je vois bien 3-0 pour Paris. Ok, merci à vous mes amis, et c'est ainsi que se clôture ce podcast numéro 33. Je vous remercie à tous d'avoir écouté aussi longuement nos analyses de nos experts du soir et je vous souhaite une bonne soirée. Basto, bonne soirée à toi. Bonne soirée Jimmy, bonne soirée aux autres. Olivier, bonne soirée. Salut à tous, bonne soirée. Et Dryas, merci à toi pour tes analyses de qualité. Oh, merci Jimmy. Quel flatteur. Et c'est rebond. C'est le Fosbury du podcast. Et on a appris que Malcolm jouait à Caen ce soir. Avec oui, c'est il y a toujours un truc avec moi. Merci à vous mes amis, bonne soirée et à la prochaine. Ciao. Salut.